Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Gagnant du trophée Calder, Lady Byng, Connie Smythe, la Coupe Stanley, participant au match des étoiles à plusieurs reprises, Coupe Canada, titulaire d'un trophée à son nom dans la LHJMQ, Mike Bossy est un des plus grands joueurs de hockey de l'histoire. En 752 matchs, il a accumulé 573 buts. Il détient également un record qui demeure à ce jour intouchable, soit 9 saisons consécutives de 50 buts. Il est également le deuxième joueur dans l'histoire, après Maurice Richard, à avoir marqué 50 buts en 50 matchs. Mike Bossy est malheureusement décédé le 15 avril 2022, à 65 ans, à la suite d'une longue lutte contre le cancer pulmonaire. La famille Bossy a créé, à Cancer Pulmonaire Canada, le fonds commémoratif Mike Bossy. Et c'est dans cette optique que je rencontre aujourd'hui la fille de Mike Bossy, Tania, pour discuter de la vie, de la carrière et de la maladie de son père. Pour toutes les personnes de mon âge qui ont joué au hockey dans les années 80, Mike Bossy est une icône. Nul besoin de vous transmettre l'honneur et l'émotion que constitue pour moi cette rencontre avec Madame Bossy, chez son père, pour discuter de cet homme et de ce sportif extraordinaire. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les partenaires qui supportent le balado, Groupe Conseil Beauchamp-Beaulieu-Dessureau-Toupin, associé à la financière Banque Nationale, Gestion de patrimoine, le groupe Tige, qui compte 4 concessionnaires automobiles dans la région de Québec, et Go Mouton. Tania, bonjour. Allô? Merci de vous prêter à l'exercice du balado La santé au-delà des mots. Vous êtes la fille de Mike Bossy qui est décédé il y a un peu plus d'1 an d'un cancer du poumon. Oui. Et mes sympathies d'ailleurs. Merci. Le premier anniversaire est passé, donc... mais la douleur reste, j'imagine. Là, on parle souvent d'1 an, mais ça peut être plus long un petit peu. Non, moi, je trouve que plus le temps avance, tu sais, j'avais déjà dit, plus je m'ennuie, là, OK. de mon père. Fait que, OK. tu sais, au début, on dirait que t'es plus dans, tu sais, il y a des choses à régler, on est plus dans l'adrénaline, mais Avec le temps. faut apprendre à vivre avec la perte. Avec l'absence. Oui. Votre famille a créé, ou tout au moins collaboré avec Cancer Pulmonaire Canada pour créer le fonds commémoratif Mike Bossy, dont on va parler tout à l'heure. Oui. C'est un peu comme ça qu'on s'est connus parce que dans les mois, je crois, suivant son décès, l'annonce a été faite. Il y avait même eu à New York un moitié-moitié, comme les gens qui jouent au hockey savent c'est quoi un moitié-moitié, donc dans le sport. Donc, c'était quand même exceptionnel qu'il y ait une levée de fonds aux États-Unis pour une cause québécoise. Donc, il y avait seulement votre père qui pouvait générer ça. Donc, ça a été un peu le lancement, je pense, du fonds ce soir-là. Oui, bien c'est ça, cette soirée-là, ça devait être pour les 50 ans du club des Islanders. Mm-hmm. Il devait fêter mon père, là, vivant ou pas. Mm-hmm. Fait que c'est lors de cette soirée-là là, qu'on a lancé le fonds. Puis c'est drôle parce qu'il y a un journaliste qui m'avait dit « Comment t'as fait, tu sais, pour faire détourner de l'argent américain vers une fondation? »
Puis c'était comme, on n'a jamais vu ça. Puis j'ai dit, mais moi, j'ai juste demandé, tu sais, puis on va pouvoir en reparler Ça a tantôt, marché. mais OK. tu sais, moi, j'ai demandé, j'ai lancé ça, puis ça s'est fait, là. C'est super. Ouais. On va y revenir dans quelques instants. Vous avez étudié en psychologie à Ottawa, vous avez fait une maîtrise en sciences neurologiques à McGill. Oui. Puis vous me disiez avant l'entrevue que votre père vous avait toujours poussé vers les études. Oui. Ben, pas qu'il nous a poussés vers les études, mais tu sais, moi, j'étais pas une sportive, là. Fait que c'était comme évident que j'irais pas aux Olympiques ou rien de ça, mais j'étais bonne à l'école. OK. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans que mon père, tu sais, il était fier de moi, puis j'avais des bonnes notes. Fait que je pense que c'est un peu ça qui m'a fait carburer, qui m'a fait avancer. Puis oui, mon père, il nous encourageait, dans le fond, dans tout ce qu'on faisait. Puis si on était bon, ben, tu sais, c'est encore mieux. OK. Ouais. Est-ce que c'est comme lui, mettons, son côté compétitif du sport, peut-être, qui transposait... Est-ce qu'il voulait que vous soyez compétitive à l'école aussi? Ou est-ce qu'il y avait cet esprit-là un peu? Pas de compétition, mais tu sais, mon père, quand tu faisais quelque chose, il fallait que tu sois bon. OK. Tu sais, fait que il fallait être bonne, il fallait bien réussir, c'était important pour lui parce que, tu sais, c'est un perfectionniste, fait que, tu sais, c'est pour faire quelque chose, fais-le bien, sinon, ben, il fait-le pas. OK, Ouais. parfait. Donc, dans tous les domaines de sa vie, il était comme ça. Vous me disiez là, que Oui. un petit côté pas obsessionnel, mais Perfectionniste. il aimait les choses parfaites, c'est ça? Oui. Puis pourquoi le choix, disons, que la psychologie, puis sciences neurologiques, tout ça, qu'est-ce qui vous attirait là-dedans? Ben, moi, je voulais m'en aller en médecine au cégep, mais je suis née en juillet, moi. Fait que j'étais toujours un petit bébé. Puis cégep, j'ai trouvé ça vraiment difficile en sciences de la nature. Puis, tu sais, il y a un petit côté perfectionniste aussi, là. Mm-hmm. Dans mon cours de sciences physiques, après 1 an et demi de cégep, j'avais eu comme 67%. Puis là, c'était la fin de ma vie. Puis là, je disais à mon père, ma cotère, je réussirais pas à rentrer en médecine. Fait que j'avais dit à mon père, je vais comme lâcher le cégep, puis je vais aller faire mon bac en Ontario parce que t'as pas besoin de faire un cégep, tu sais. Mm-hmm. Puis, tu sais, moi, j'ai des enfants, puis ma fille me dirait ça, puis je dirais non, tu sais, oublie ça, là, tu vas finir ton cégep, tout ça. Mais mon père m'a dit, c'est une bonne idée, ça, Tania. Fait que la semaine d'après, on était à Ottawa. Mon père m'a inscrit, m'a trouvé une chambre où j'ai fait mon bac, puis... Fait que c'est ça, c'est pour rentrer en médecine, puis finalement, j'ai fait mon bac en psycho, puis là, dans mes cours, on parlait beaucoup des commotions cérébrales, puis que, tu sais, des risques de démence quand tu as plusieurs commotions. Fait que moi, je m'étais dit, mon père, il va faire de l'Alzheimer. On est en quelle année? On est en 2000, ouais, début 2000. On commençait peut-être à parler un peu plus des commotions cérébrales, mais dans le temps où votre père était actif, les commotions cérébrales, non, personne n'en parlait. Non, c'est ça. Lui, il en parlait pas, mais moi, quand, tu sais, on nous apprenait ça, nos cours de neurobiologie, tout ça. Fait que je m'étais dit, oh mon Dieu, tu sais, mon père va faire de l'Alzheimer. Fait que je suis comme restée stickée avec cette idée-là. J'ai fini mon bac, puis ensuite, j'allais faire ma maîtrise à McGill, puis j'étudiais vraiment les troubles cognitifs liés au vieillissement, l'Alzheimer, les cascades de dégradation du NGF, puis tout ça, parce que justement, je me disais, moi, je vais trouver un remède pour l'Alzheimer parce que mon père va faire de l'Alzheimer. OK. Ouais. Fait que c'est pour ça que je suis allée dans ce domaine-là. Puis ensuite, j'ai travaillé je faisais des essais pharmacologiques à l'Institut Santé mentale Douglas. Je travaillais beaucoup avec les compagnies pharmaceutiques, justement, pour trouver un remède pour l'Alzheimer. Fait que je suis tout le temps restée comme... Moi, je me préparais là, pour soigner mon père. OK. Mais est-ce que vous, le lien, c'était les commotions cérébrales? Oui. Mais est-ce qu'il avait fait beaucoup de commotions cérébrales? Ou... Oui, sûrement. Pas connu, là, parce qu'à cette époque-là, il faisait rien, mais mon père me disait que oui, souvent, il avait été sonné. Parce que moi, j'ai joué au hockey longtemps, là, même dans les rangs mineurs, puis le traitement d'une commotion cérébrale, quand moi, je jouais dans les années 80, d'une bonne commotion, là, c'était de sauter un tour.
faire la culbute. Fait que juste attendre un tour, puis tu sais, on était un peu étourdis, puis on rembarquait, comme on sautait un tour, on rembarquait 5 minutes plus tard, tout étourdi. Moi, j'ai le souvenir personnellement 2 ou 3 commotions cérébrales solides, là, tu sais, de dire pendant quelques jours, là. Puis c'était comme... Personne ne parlait de ça à l'époque, là, donc probablement qu'aujourd'hui, j'aurais été retiré pendant 2-3 mois, là, à chaque fois, là. Oui. Comme... Mais tu sais, mon père était capable de se rappeler de moments, justement, comme vous décrivez, là. OK. Où il avait été sonné, puis à cette époque-là, ben tu continuais, tu prenais une pause, puis... Mais lui, est-ce qu'il avait l'impression de garder des séquelles de ça? Oui. Des maux de tête ou... Pas des maux de tête, mais des oublis, là. OK. Oui. OK. Tu sais, c'était drôle parce que tu sais, nous, on est 2 filles, puis moi, j'ai 2 filles, puis tu sais, des fois, mon père, il voulait me parler à moi, puis il disait « Alex, Gabriel, Josiane », tu sais, il sortait tous les noms, ouais. OK. Dites-moi, avez-vous comme une devise, ou un mantra ou quelque chose? Là, que... Ben, on en a parlé un peu tantôt, tu sais, moi, mon père me disait toujours « Le pire qui peut t'arriver, Tane, c'est qu'on te dise non, ou que ça marche pas ». Fait que moi, j'ai intégré ça très tôt. Fait que moi, tu sais, j'ai pas peur. L'échec, pour moi, c'est de pas essayer. C'est pas tant que ça marche ou ça marche pas, c'est de pas essayer. Fait que moi, j'essaye tout. Tu sais, je lance des choses, puis le pire qui va arriver, c'est que j'ai un refus ou que ça marche pas, puis c'est pas grave. OK. On n'a pas parlé de votre âge, mais je fais des calculs un petit peu. Je présume que vous êtes né à New York ou quand il jouait, en tout cas, à New York, ça c'est certain. Oui. Il faut que je dise mon âge. Vous n'êtes pas obligé, non. Mais je voulais savoir... je vais avoir 41. OK. Non, parce que j'avais entendu votre sœur, Josiane, dire que le hockey lui avait volé son père un peu. Elle a dit ça en entrevue. Oui. Est-ce que vous, c'est le même sentiment ou... Bien, tu sais, moi, je suis pas née à New York, là. Je suis née, dans le fond, moi, mes parents, ils planifiaient un peu pour nous avoir l'été. OK. Fait que je suis née en juillet, puis je suis allée après à Long Island, à New York. OK. Tu sais, j'étais bébé, là. Oui. Si j'ai le sentiment, non, je le vois pas comme ça parce que j'étais jeune. OK. Mais tu sais, je me souviens que mon père m'a beaucoup manqué quand j'étais petite. Tu sais, je me souviens quand mon père partait, que je pleurais, que je me cachais dans les garde-robes, je voulais pas qu'il s'en aille. Tu sais, je me souviens de ça, mais... Ouais. Je peux pas dire que le hockey m'a volé mon père parce que mon père aurait pas été la personne qu'il a été, là, s'il avait pas fait ce qu'il a fait. Tout à fait. Ouais. Parce que vous, dans le fond, vous étiez... quand il a pris sa retraite, vous aviez 4-5 ans. Là. Je fais un calcul rapide. Oui. Quand on est arrivé ici, j'avais 6 ans et demi. Vous rappelez-vous de votre vie à New York? Ou, Oui. OK. Aimiez-vous ça? Ou... Oui. OK. J'ai juste des bons souvenirs de jouer. Tu sais, j'ai rien de... C'est juste beau quand je me rappelle de New York, à part quand mes parents partaient. OK. Parce que ma mère allait voir les parties. OK, à l'extérieur. Ben, pas à l'extérieur, mais ouais. Fait que j'avais mon père qui partait souvent. Puis ma mère, ben, quand il jouait à New York, ma mère partait voir les matchs. Fait que c'est ça que je me souviens de mes parents qui partaient, des gardiennes qui venaient nous garder. Ouais. Est-ce que la communauté, mettons, des joueurs des Islanders à l'époque, là, est-ce que ça se tenait serré? Mettons, étiez-vous amis avec les enfants des autres joueurs ou c'était Non, pas vraiment. OK. J'ai pas de... À part Brian Trottier, je me souviens pas du tout là, d'avoir côtoyé les enfants ou la famille. Là. Alors, les auditeurs du balado vont devoir faire des recherches pour savoir qui est Brian Trottier. Donc, c'était le joueur de centre qui jouait avec votre père pendant toute sa carrière, je pense, presque. Oui. Et je vous avais dit la semaine dernière, mais je veux le redire, à tel point, quand votre père jouait, à tel point, je ne l'aimais pas. Oui. Pas qu'il était trop bon. Mais en même temps, je l'admirais. Puis j'ai toujours trouvé que ça a l'air d'un monsieur extrêmement sympathique. Là. J'imagine qu'il était comme ça il avait l'air fin. Oui. Oui. C'est ça que les gens me...
sais, les gens, tu sais, sûr, avec un nom de famille comme Bossy, ben, tu sais, ça passe pas inaperçu. Non, Puis c'est ça. c'est la première chose que les gens me disaient quand mon père était vivant, puis maintenant, quand tu sais, il est décédé. Tu sais, on me parlera pas de ses exploits, là, en premier. On va me dire, il était tellement fin, tu sais, puis son sourire, puis... Fait que je pense que c'est ça qui a marqué les gens, c'est... Tu sais, oui, il était bon, mais en plus, il était fin, il était simple, puis c'est ça que les gens me parlent de, plus que... Le joueur. Ouais. Est-ce que je me trompe ou c'est d'origine ukrainienne ou... Je ne rêve pas, hein? Non, mon père, mon grand-père était ukrainien, oui. OK, c'est ça. Puis ma grand-mère, elle était d'Angleterre. Ouais. Puis votre grand-père, j'imagine, était venu pour l'agriculture? Non, durant le temps de la guerre. OK. Oui. Mon grand-père était... je l'ai jamais connu, là, mais il était pilote d'avion, peut-être, ou quelque chose comme ça, là. OK. Ouais. Dites-moi, quand avez-vous pris conscience que vous étiez la fille de Mike Bossy? Oui. Est-ce que c'est à un moment donné qu'on réalise à l'école? C'est comme... Ben quand j'étais à New York, tu sais, on allait parfois pour des cérémonies ou des parties, puis tu sais, les partisans là-bas, ils aimaient beaucoup le hockey, puis je me souviens qu'ils criaient le nom de mon père, tu sais, dans tout le monde ensemble, fort. Je pense que c'est là en premier que... Je pense que je savais même pas que mon père était sur la glace, là. Tu sais, moi, j'allais là, je mangeais du popcorn, puis c'était le fun dans la loge. Non, sérieusement. Puis je me souviens de ce moment-là où les gens criaient, en fait, mon nom. Puis là, j'ai dit, OK, tu sais, c'est mon père qui est là, mais tu sais, j'avais peut-être 5-6 ans, je comprenais pas tellement. OK. Mais quand je suis arrivée ici, tu sais, les gens, les Québécois sont beaucoup plus proches de leur hockey que les Américains. Fait que quand je suis arrivée ici, je me souviens que les gens saluaient mon père, demandaient des autographes. Ah oui? Beaucoup. Puis moi, j'étais hyper gênée. Quand je suis arrivée, je parlais pas un mot français, là. Fait que, je sais pas, on dirait que ça m'a comme gênée. Puis je disais toujours, mon père, c'est qui, lui? Tu sais, tu le connais-tu? Puis à un moment donné, mon père m'avait expliqué. Tu sais, il m'avait dit, là, tu sais, après quelques mois, il m'avait expliqué qu'il avait joué au hockey, puis que les gens le reconnaissaient, tout ça. Fait que c'est vraiment... Puis je me souviens de mon père qui m'explique ça, là. Fait que c'est là que j'ai compris plus... À la fin des années 80, ça veut dire. Ouais. Après sa retraite. Oui, c'est ça. OK. Ça veut dire que vous ne pouviez pas... mettons, fin des années 80, il vient de prendre sa retraite, jeune, en raison de maux de dos. Oui. Vous ne pouviez pas aller à l'épicerie ou au centre d'achat sans... C'est sûr qu'il allait se faire arrêter au moins une fois, là. Oui. Pour se faire... Peut-être pas se faire arrêter, parce que les gens sont respectés. Oui, salués. Puis, tu sais, moi, c'était... C'est qui, lui, papa? C'est qui? Je me souviens, je demandais toujours ça. Puis, au début, il disait, tu sais, je sais pas. Puis, je me disais, c'est bien bizarre, tu sais, moi. Les gens me disent pas bonjour. Oui. Mais, tu sais, je me souviens, les gens disaient, il jouait à quelle position? Ils essayaient un peu de me tester, tu sais, les enfants, entre enfants. OK. J'avais aucune idée. Je disais toujours, première position. Puis là, tout le monde riait de moi. Tu sais, moi, le premier, c'était le meilleur, mais, tu sais, ils voulaient savoir les gauches et les droits. Je ne savais pas, mais, tu sais, les gens, ils taquinaient un peu avec ça. OK. Ouais. Dites-moi, aimiez-vous le hockey, vous? Aimez-vous le hockey? Ou quand votre père était analyste, tout ça, est-ce que vous écoutiez ça? Ou... J'écoutais... Tu sais, c'est le seul sport que j'écoute. Okay. Mais tu sais, je l'écoute pas assidûment, mais c'est le seul sport que je comprends. Parce que les autres sports, je comprends pas grand-chose, à part le golf, peut-être. OK. Mais, tu sais, oui, j'aime ça. J'aime l'adrénaline, puis, tu sais, les scores, puis j'aime ça, suivre ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de stratégie dans le hockey. Tu sais, il faut travailler en équipe, mais... Fait que oui, j'aime ça, mais je paierais pas pour aller voir du hockey. OK. Si on m'offre un billet, je vais y aller, mais... Pas plus que ça? Ouais, non. Votre père, quand il a pris sa retraite très jeune, je pense à 30 ans ou autour de, là, à peu près. Dans le fond, là, vous l'aviez récupéré presque à temps plein. Oui. Puis, et lui, est-ce qu'il était amer d'avoir pris sa retraite trop jeune ou ça faisait comme juste partie de la vie, puis on continue? Je pense que mon père avait déjà prévu prendre sa retraite à 30 ans. OK. Ou pas loin de là. Puis, comment je m'explique ça, c'est un coup... Tu sais, mon père était vraiment perfectionniste.
Fait que je pense, puis tu sais, des choses qu'il m'a dit, tu sais, avant de décéder, je pense que pour lui, ça a été très difficile de devoir comme se séparer parce que là, il était comme 200% dans le hockey. Puis il savait, pas qu'il nous négligeait, mais tu sais, il était pas fou, là. Il savait que tout le temps qu'il passait à pratiquer, ben c'est du temps qu'il passait pas avec nous. Puis, tu sais, c'est une des choses qu'il m'a dit vers la fin. Il m'a dit, tu sais, Tania, j'étais obsédée, moi, par le hockey. OK. Tu sais, quand j'étais avec vous, je pensais juste au hockey. Ah ouais. Puis ça, c'est quelque chose qu'il m'a jamais dit avant, mais qu'il m'a dit, puis qui m'a permis de comprendre que, tu sais, pour lui, ça devait être difficile, là, parce que il devait pas aimer ça, là, justement, d'être obsédé par le hockey, puis t'es avec tes enfants, mais tu penses juste au hockey. Fait que je pense qu'il y a un côté de lui que ça a été comme une délivrance un peu, de pouvoir dire, ben là, tu sais, je reprends mon rôle de père, mais je pense que ça l'a, tu sais, vous me demandiez tantôt si j'avais l'impression que le hockey m'avait volé mon père. Je pense que mon père avait l'impression que le hockey lui avait volé quelque chose. Plus que moi, parce qu'il était plus vieux, là, mais... C'est comme si c'était une forme de dépendance, mais il n'y avait pas le choix, là. Il vivait là-dedans, puis... Ben, je pense que c'est sa personnalité, là, tu sais. Mon père, c'est quelqu'un d'intense, perfectionniste, fait que peut-être qu'il y avait, à cette époque-là, il y avait des buts puis des objectifs tellement grands qu'il n'y avait pas le choix, puis c'était comme, il était embarqué dans le hockey, là. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est peut-être la marque des vrais passionnés. Oui. Parce que l'acteur Steve McQueen, qui était aussi un fan fini de course automobile, aimait mieux la course automobile que je pense faire des films. Puis il avait dit que la vie, c'est la course automobile. Tout ce qui est avant ou après, c'est juste d'attendre. Oui. C'est peut-être un peu ça. Oui. Ça veut dire qu'il devait trouver que les étés étaient longs parfois. Puis, il était content quand le mois de septembre arrivait, j'imagine. Puis... Peut-être, mais c'est comme un sacrifice, je pense. Tu sais, qu'il a sacrifié un peu. Puis j'aime pas le mot, là, je trouve qu'il est fort parce que, tu sais, on n'est pas à plaindre, mais... Oh ouais. Tu sais, pour lui, sa vie, c'était le hockey, mais je pense qu'il souffrait de ça, en fait, je pense. Je pense qu'il était pas... Tu sais, il savait qu'il nous délaissait un peu, puis peut-être ma mère aussi. Puis c'est peut-être ça qui explique que, justement, quand il a pris sa retraite, mais tu sais, moi, mon père, il pouvait pas dire non, là. Okay. Jamais qu'il... Puis tu sais, avec mes enfants, c'était pire, là. OK. Oui. Okay. Fait que tu sais, j'ai l'impression que tout ce rattrapage-là, il y avait ça sur la conscience qu'il devait rattraper quelque chose. Il écrivait des lettres à ma mère, puis il écrivait un journal intime. J'ai retrouvé des journaux que c'était difficile pour lui, là, s'en aller là, à New York, laisser sa famille derrière. C'est pour ça que quand j'y repense, ça devait être ça qu'il vivait aussi. T'sais, d'un côté, il était bon, puis il fallait un peu qu'il nous délaisse pour faire tout ce qu'il faisait, mais tu sais, c'est comme bittersweet, j'ai l'impression, ouais. Les joueurs de hockey à l'époque de votre père, Guy Lafleur, les grands joueurs, là, par rapport à ce que c'est aujourd'hui, étaient presque sous-payés, là. Donc, un homme comme votre père, quand il prenait sa retraite à 30 ans, il n'était pas nécessairement à l'aise de financer. Il fallait qu'on travaille. Là. Les gens pouvaient pas... Aujourd'hui, les joueurs peuvent vraiment prendre leur retraite, là, les grands joueurs. Oui. Gagnent. Votre père, sauf erreur, ses plus grosses années, 500 000 $ par année, qui est peut-être l'équivalent d'1,5 ou 1,7 aujourd'hui. J'imagine que c'était pas assez pour dire à 30 ans, on se met les deux pieds sur le pouf. Là, je veux dire, s'il fallait travailler, c'est ça? C'était pas... Bien, financièrement, je vous dirais que je ne sais pas trop parce que mon père ne parlait jamais d'argent. OK. Jamais, jamais. La seule chose que je sais, c'est qu'il avait acheté sa maison. Tu sais, qu'il n'y avait pas d'hypothèque. Mais à part de ça, jamais que... Tu sais, moi, j'ai commencé à travailler à 14 ans au Tim Hortons, puis j'ai travaillé là pendant 6 ans, puis jamais mon père m'a dit « Pas besoin d'aller travailler là. » Tu sais, on n'a jamais parlé d'argent. OK. Fait que financièrement,
Je sais pas s'il aurait pu arrêter de travailler, mais psychologiquement, mon père aurait pas pu. Impossible. Impossible. OK. Je vois, non. Je conçois pas mon père juste arrêter de travailler à l'âge qu'il avait. Il avait besoin d'être utile, puis aussi, tu sais, il était dans un monde de femmes, mon père. Tu sais, il y avait moi, ma sœur, ma mère. La mère de mon père a toujours vécu avec nous parce qu'elle a perdu son mari jeune. Mm-hmm. Mon père était tout le temps avec des femmes, là. Fait que j'ai l'impression que des fois, il avait besoin De sortir de prendre l'air. sortir. Ouais. Aujourd'hui, en 2023, vous faites-vous souvent demander es-tu la fille de Mike Bossy ou est-ce que ça arrive encore? Oui. Okay. Oui. Quand les gens, tu sais, avec mon nom, là, les gens vont dire, tu sais, c'est comme, tu sais, ils me le font appeler BOSSI. Puis là, je disais, BOSSY. Tu sais, comme Mike Bossy. Okay. Puis pendant longtemps, moi, je disais, ouais, c'est ça, tu sais, comme lui, mais je disais pas, c'est mon père. Mais, tu sais, là, depuis que je suis plus établie, depuis que, tu sais, j'ai fait mes études, tout ça, je voulais jamais qu'on pense que je l'avais facile. Peut-être mon petit côté orgueilleux. Mm-hmm. Je voulais pas qu'on pense que je l'avais facile parce que j'étais la fille d'eux. Mais, tu sais, dans les 10 dernières années, moi, quand on me dit comme Mike Bossy, tu sais, je dis oui, c'est mon père. Puis, tu sais, encore plus aujourd'hui, là. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com. bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Tania, j'aimerais qu'on parle un peu de Mike Bossy, le joueur de hockey, parce qu'en préparant l'entrevue, on ne peut pas s'empêcher de faire des comparatifs avec Guy Lafleur. En tout cas, moi, personnellement, c'est impossible. Donc, il faut absolument que je fasse des comparaisons. Et je regardais juste pour, encore une fois, nos auditeurs qui voudraient faire des recherches. Votre père a gagné donc le trophée Calder en 78 pour la recrue de l'année. Le trophée Lady Byng en 83, 84, 86. Ce qui est pour le joueur qui a le meilleur esprit sportif tout en conservant des performances remarquables. Le Conn Smythe en 82 pour le joueur le plus utile des séries. Ça, c'était dans des séries lorsque les Islanders ont gagné 4 Coupes Stanley consécutives. Il a gagné la Coupe Stanley donc en 80, 81, 82, 83. Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey en 78, 80, 81, 82, 83, 85 et 86. Il avait joué sur Coupe Canada en 84, qui était l'ancêtre de ce qui est la Coupe du monde du hockey. Et il a son propre trophée aussi, au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui est le trophée Michael Bossy, remis au joueur qui est considéré comme étant le meilleur espoir au niveau professionnel. Puis lorsqu'on compare les statistiques, c'est quand même intéressant. Là. Guy Lafleur a joué 1126 matchs, a marqué 560 buts. Votre père a joué 10 saisons, donc Lafleur 17. Votre père a marqué 573 buts, donc en 752 matchs. Donc, presque une performance ou une production beaucoup plus significative que celle de Guy Lafleur. Dans les statistiques, j'ai oublié de mentionner aussi 53 buts à sa première saison, si je ne m'abuse. Le deuxième joueur à atteindre 50 buts en 50 matchs après Maurice Richard. Le seul joueur de la Ligue nationale à avoir 9 saisons consécutives de 50 buts et plus. Oui. Fait que c'est
c'est un des plus grands buteurs de l'histoire. Là, ça, c'est... Puis ça, tu sais, je connais pas beaucoup de ces statistiques, mais ça, les 9 saisons consécutives, ça, je m'en souviens parce que mon père corrigeait tout le temps tout le monde. C'était pas 9 saisons, c'était consécutif. Là, il disait, c'est pas pareil, là. Tout à fait. Fait que mon père avait beaucoup... C'est ça, je pense que les gens, comme vous le disiez tantôt, tu sais, ça avait l'air tellement facile, mais tu sais, je pense que chaque but que mon père a compté, chaque victoire, il y avait un coût en arrière de ça, le coût de sa famille, le coût des blessures physiques que mon père a eues. Fait que pour lui, qu'on parle de talent naturel, tout ça, tu sais, mon père, il s'est gelé les orteils là, quand il était petit, là, parce qu'il... Littéralement, les orteils gelés, là, parce qu'il se pratiquait tout le temps, il passait des heures. Fait que lui, quand on disait que c'était naturel, dans sa tête, ça il disait non. l'insultait? Quasiment? Oui. OK. Oui, ça l'insultait. Il était choqué, là. Ah, c'est curieux, parce que moi, je suis persuadé qu'il y a un talent naturel, mais c'est un talent naturel qui est amené à un niveau exceptionnel en raison du travail. C'est ça. Mais c'est pas vrai qu'on va prendre quelqu'un sans aucun talent. Non. Puis réussir à faire un McBossy, là. Non. C'est impossible. C'est sûr. C'est sûr qu'il y avait un talent. Puis moi, tu me donnes un bâton de hockey. Tu sais, j'ai l'air de rien, mais je suis bonne au hockey. J'ai quelque chose de... Tu sais, c'est le seul sport que... Il y a quelque chose de naturel, mais sauf que on dirait que, tu sais, quand on mettait l'emphase là-dessus, lui, ce qu'il entendait, c'est que c'était naturel puis qu'il n'avait pas travaillé fort, puis... Là où je veux en venir, puis on en avait parlé la semaine dernière, c'est que malheureusement, les 2 hommes sont décédés de la même maladie à 1 semaine d'intervalle. Ouais. Puis ça a comme un petit peu fait que le décès de votre père est passé peut-être un peu inaperçu ou a été moins souligné que Guy Lafleur est arrivé tout de suite après. Il est venu un peu éclipser ça. Puis je me suis fait la réflexion encore une fois, c'était donc le premier anniversaire là, du décès de votre père et de Guy Lafleur en avril. Moi, personnellement, je trouvais ça triste un peu. Je me demandais, vous, comment vous viviez ça, puis comment votre père l'aurait vécu, parce que vous m'en avez parlé aussi la semaine dernière. Mais c'est ça, j'ai repensé à cette question-là. Je pense que mon père, son décès, il n'aurait jamais pensé qu'il y aurait eu cette couverture-là. OK. Oui. Je pense que ça nous a tous pris un peu par surprise. Puis là, son anniversaire de décès, moi, je suis un peu dans le déni, là. Okay. Tu sais, si on m'en avait pas parlé, c'est bien correct. Tu sais, moi, tous les jours, je le sens que mon père est pas là parce que je parlais à mon père tous les jours, je le voyais tous les jours. Fait que, tu sais, pour moi, ça n'a pas vraiment de signification la journée du 1 an. C'est sûr que mon père et Guy Lafleur avaient tous les deux le cancer du poumon. Puis je sais que mon père, tu sais, au début, voulait pas dire quel cancer qu'il avait, il voulait pas que ça soit médiatisé parce que je pense qu'avec le cancer du poumon, il y a une certaine honte ou... En tout cas, mon père avait ça, là. Okay. Il voulait pas... fait que je sais pas si Guy Lafleur l'a vécu comme ça. Je pense que mon père, sachant que Guy Lafleur était aussi malade puis mourant, ça y a... Tu sais, il s'est rendu compte qu'il était... Tu sais, qu'il pouvait mourir lui aussi. Tu sais, ça te confronte à ta fragilité. Puis ce qu'on se disait la semaine passée, c'est que, tu sais, oui, c'est sûr, mon père était compétitif, puis il a toujours trouvé que, tu sais, que les autres avaient plus de crédit que lui, là. Tu sais, mon père a toujours... Ça a été le combat de sa vie. Tu sais, on disait qu'il était naturel, puis ça, il venait hors de lui quand on disait que c'était un conteur naturel, parce que dans sa tête, lui, il n'y avait rien de naturel là-dedans. Tu sais, c'était difficile. Fait que, tu sais, ce que je vous avais dit, c'est que, tu sais, d'en haut, peut-être que mon père se dit, ah ben, tu sais, torieux encore, tu sais. Encore Guy Lafleur. Ouais, mais tu sais, encore là, tu sais, mon père, il voulait vivre, là. Tu sais, fait que je sais pas trop qu'est-ce qu'il pense de tout ça en haut, tu sais. Je pense que mon père voulait gagner contre le cancer,
il voulait sans doute vivre, tu sais, plus longtemps que tous ceux qui ont le cancer du poumon. Mm-hmm. Mais, ouais. Mm-hmm. Fait que vous, dans votre cas, le fait que ça soit un petit peu passé moins médiatisé, ça fait votre affaire. C'est pas quelque chose que vous recherchez dans le fond. Non, c'est ça. Non, je pense que, tu sais, je pense que les gens qui avaient à en parler en ont parlé. Tu sais, ses collègues de travail à TVA. Tu sais, j'ai donné une entrevue pour eux pour aussi parler du fond. Fait que, tu sais, moi, je suis satisfaite avec ce qui a été dit, puis... Ouais. Vous me disiez tout à l'heure qu'il pensait seulement au hockey, puis en même temps, je regarde, en préparant l'entrevue, je regardais des séquences d'archives, puis notamment son 50e but en 50 matchs, puis on le voit célébrer. Oui. C'est comme un enfant. Oui. La façon dont il saute sur la patinoire, là, c'est comme un enfant de 10 ans sauterait. Oui. À peu près de la même façon. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou... Oui. C'est vraiment la joie... oui. Puis quand on regarde ça, c'est... En tout cas, moi, quand je le vois, ça me fait quelque chose parce que, tu sais, mon père, c'était pas quelqu'un sur la glace, il était assez sobre, tu sais. Puis là, tu sais, on voit vraiment qu'il danse, là. Oui, puis... exactement. Les gens pourront aller le voir, c'est facile à trouver, là, mais il saute littéralement sur la patinoire. Donc... Puis on fait un... Comment ils appellent ça, là, quand on envoie ça par texto, là, comme un gif... Pas un Giphy, mais je me souviens pas, mais on fait comme un petit clip avec ça, là, tu sais, tu peux envoyer ça dans... Un emoji ou un... Ouais, genre un petit film. Mais, puis, ce qui est drôle avec ça, c'est que tous les joueurs, tu sais, dans ce temps-là, les joueurs, s'ils débarquaient de la glace, il y avait une punition, puis quand il a compté son but, les joueurs sont tous allés le rejoindre, fait que c'était comme... C'est une scène qui... On est capable de ressentir, là. On voit qu'il est content, oui. La maladie de votre père, son cancer du poumon, vous l'avez appris quand? Ou ça s'est présenté comment? Ça s'est présenté vers 2018. Mon père a commencé à avoir des... Ça a commencé par une plaie comme dermatologique à son pied qui guérissait pas. Puis ça a pris plusieurs mois. Puis ensuite, il s'est mis à avoir des douleurs articulaires un peu diffuses dans ses épaules, dans ses genoux, dans ses hanches. Puis moi, je disais papa, t'as la maladie de Lyme, c'est sûr. Fait que, il est allé consulter. J'étais allée avec lui parce que, tu sais, mon père, c'était pas un gars qui voyait beaucoup de médecins, tu sais. Il était en contrôle, tout allait bien. Fait que je me souviens, j'étais allée avec lui parce que j'avais peur qu'il aille pas à son rendez-vous. Puis à ce moment-là, ben son médecin de famille, il a dit, tu sais, ça doit être de l'arthrite. Fait qu'ils ont comme fait des injections de cortisone dans ses genoux, sans faire de radio, rien. Puis après ça, ben ça continuait. Il y avait des douleurs osseuses, un peu articulaires. Aucun symptôme pulmonaire. Fait qu'il a été transféré en rhumatologie. Puis là, il prenait beaucoup de cortisone. Fait que ça venait comme un peu masquer ses mots. Mais ça allait pas mieux. Il était plus capable de marcher à la fin, là. Tu sais, moi, mon père, il s'occupait de mes enfants tous les jours. Puis là, tu sais, pour aller porter ma fille chez la voisine, d'habitude, il marchait avec elle. Il était même plus capable de marcher. Il prenait son auto pour aller à 3-4 maisons. Fait que là, c'est la rhumatologue qui voulait changer de médication. Puis là, Dexa, je sais pas quoi, là, je suis pas spécialiste, mais elle voulait lui donner un autre médicament pour sa polymyalgie rhumatica. C'était ça son diagnostic. Puis pour donner cette médication-là, elle devait faire une radiographie du poumon parce que je pense que c'est un médicament qui affecte les poumons. Puis c'est là qu'ils ont vu que en fait, il y avait une tumeur, elle était vraiment grosse dans un de ses poumons, son poumon gauche. Puis c'est ça. Fait que là, après avoir vu ça, ben là, ils l'ont envoyé faire un PET scan. Là, puis là, ils ont vu que ça s'était propagé. Au niveau des os. Dans ses os, dans sa colonne. Il y avait une masse aussi dans un de ses muscles à l'abdomen. Fait que... Puis ça, on est en quelle année? 2021. Il y a eu quand même 3 ans d'évolution, là. Oui. Oui. OK. Oui.
Oui. Suivi par 2 médecins. Puis gardez-vous une certaine amertume de ça? Ou, Oui. OK. Oui. Tu sais, je chemine là-dedans, mais beaucoup de colère, là. OK. Moi, j'étais... Tu sais, puis le fond, tout ça, c'est né d'une colère, là, que j'avais. Puis aussi de... Tu sais, mon père s'est beaucoup, lui aussi, blâmé. Tu sais, de pas avoir fait plus. Fait que j'étais comme confrontée au fait que, ben là, papa, tu sais, t'étais quand même suivi par 2 médecins, tu sais, OK. Mais parce que vous parliez de la culpabilité tout à l'heure. Dans un premier temps, vous dites il trouvait que c'était comme honteux d'avoir un cancer du poumon à cause du tabagisme associé ou... Je pense que oui. Parce que je me souviens au début, tu sais, là, on se demande, tu sais, mon père travaillait à TVA, puis là, ça faisait il pouvait même plus aller travailler, là, parce qu'il avait trop mal. Fait que là, il se disait, ben il va falloir, tu sais, que je dise que j'ai un cancer. Puis au départ, tu sais, moi, je suis bonne pour écrire. Fait qu'il m'avait dit, écris un communiqué, puis on ne dit pas j'ai le cancer de quoi. Puis je me disais, tu sais, papa, les enfants, tu sais, les gens vont se demander qu'est-ce que t'as, tu sais. Fait que t'es mieux de le dire. Puis c'est ça, il avait fumé, puis il y avait... Tu sais, il y a cette espèce d'idée-là que les gens qui ont le cancer du poumon, ben ils ont un peu couru après, là. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que lui avait ça en arrière-pensée, que... Tu sais, est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que... Oui, c'est ça. Est-ce qu'il n'est pas responsable de sa maladie parce qu'il a fumé? Puis, tu sais, son premier rendez-vous avec l'oncologue qui lui a annoncé là, formellement qu'il y avait un cancer. Tu sais, à la fin, le médecin va dire, ben avez-vous des questions? Puis, mon père, sa première question, ça a été, ben là, tout le monde me dit que je vais surmonter ça, que je suis fort, puis que je vais battre le cancer, mais si jamais vos traitements ne fonctionnent pas, est-ce que ça veut dire que c'est de ma faute? Ça a été la première question de mon père. Puis là, j'ai compris que lui était encore... Tu sais, on parlait de compétition un peu tantôt, là. Lui, c'était ça sa question. C'était pas pouvez-vous m'opérer? Pouvez-vous... c'est quoi c'est quoi les traitements? Combien de temps qu'il me reste? Lui, tu sais, il voulait qu'on le valide dans le fait que si ça marchait pas, c'était pas de sa faute. OK. Ouais. Puis ensuite, plus tard dans l'évolution de la maladie, il se sentait encore coupable de, quand vous dites, de ne pas en avoir assez fait, de ne pas être allé voir d'autres médecins ou de ne pas avoir un peu confronté ces médecins? Ou... Je pense que c'est d'avoir toléré la douleur. Autant? Oui. Okay. Parce que mon père avait un rapport à la douleur qui est pas le mien, qui n'est pas celui de monsieur, madame, tout le monde. Okay. Mon père, chaque but qu'il a compté, il l'a compté parce que, tu sais, mon père était couvert, là. Tu sais, il y avait des joueurs qui étaient sur la glace pour checker mon père. Frapper, ouais, le frapper, le plaquer dans la bande. Fait que mon père, tous les buts qu'il a comptés, il a eu mal. Tu sais, toutes les victoires, toutes les coupes Stanley, il a eu mal. Fait que pour lui, plus il avait mal, ben mieux c'était parce que ça lui permettait de compter des buts. Fait que, tu sais, mon père a toléré beaucoup de souffrance, peut-être trop. Tu sais, peut-être que moi, j'aurais les mêmes douleurs que lui, puis je serais allée à l'urgence dire, écoutez, là, je fais pas de l'arthrite, là. Tu sais, mais mon père, il faisait confiance aux médecins. Puis, ben, il se disait, si eux me disent que j'ai ça, ben, ça doit être ça que j'ai. Puis, il faut juste que j'endure la douleur. Puis, tu sais, je pense qu'à la fin, ben, il s'est peut-être rendu compte un peu de ça, tu sais. Parce que je me souviens, il m'avait dit, tu sais, j'ai été niaiseux, Tania. Tu sais, j'aurais dû savoir que c'était plus grave que ça. J'aurais dû... Tu sais, moi, puis je me suis dit la même chose à moi, tu sais. Quand j'ai vu mon père, il était... Tu sais, les marches ici, à la maison, il était plus capable de descendre. Il descendait de reculons. Quand même.
Tu sais, puis nous, tu sais, c'est pas qu'on trouvait ça drôle, là, mais... Tu sais, on dirait que... Tu sais, mon père, c'est toujours l'homme fort. J'ai jamais vu mon père malade. J'ai jamais vu mon père pas se lever un matin, pas aller travailler. Fait que nous, on se disait, ben... Tu sais, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a tous un peu minimisé sa douleur. La maladie. Ouais. Puis lorsque le diagnostic est tombé, est-ce qu'il a pris des traitements ou c'est... Oui. Évidemment, la chirurgie était exclue. Là, oui, il pouvait pas l'enlever, ça. Parce que, tu sais, la tumeur était comme nécrosée en dedans, là, tellement que c'était une vieille tumeur, il pouvait pas l'opérer. Mais, tu sais, il pouvait lui donner un peu plus de temps. Il a fait de l'immunothérapie au début. Je pense qu'il a fait 3 traitements d'immunothérapie. Puis après ça, ben il a été vraiment malade, il a été hospitalisé. Puis là, le médecin a décidé de lui donner de la chimiothérapie. Mais il a fait des pneumonies à répétition. Puis à la fin, ils ont dû arrêter tout parce que son corps, il supportait plus rien. Là. OK. Ouais. Puis, tu sais, d'aller prendre... Pour caractériser le cancer, ils ont fait une biopsie. Puis, tu sais, je pense que ça a été... tu sais, je pense que d'aller jouer dans la tumeur, ça l'a... Tu sais, c'est un risque, là, d'aller jouer dans la tumeur, ça peut... tu sais, il a fait une pneumonie après. Fait que j'ai l'impression qu'il avait... Tu sais, il avait le corps tellement magané que il supportait plus aucun traitement. OK. Est-ce qu'il est décédé à la maison ou Oui. à l'hôpital à la maison? Oui, il est décédé ici. Il a été hospitalisé suite à sa 2e chimiothérapie. Là, il a fait une pneumonie. Il a été hospitalisé pendant 47 jours parce qu'il les comptait. OK. Fait que... puis là, l'idée, c'était qu'il puisse se remettre parce qu'il y avait une double pneumonie. Après ça, il y a eu un pneumothorax. Fait que là, il y a eu un drain. Ensuite, il a attrapé la COVID à l'hôpital. Okay. Mais il n'y a pas eu de symptômes, là, tellement de la COVID. Mais puis, c'est ça, à la fin de son 47 jours, les médecins lui ont dit que c'était des soins palliatifs là, à partir de ce moment-là parce qu'il ne pouvait plus recevoir de chimiothérapie. Est-ce qu'il était souffrant? J'imagine que oui. Et oui, il était souffrant. Oui. Puis, tu sais, quand on écrit le message à la fin, tu sais, je me souviens au salon funéraire, tu sais, il est décédé paisiblement, puis j'avais regardé ma mère, puis j'avais dit non, on peut pas écrire ça. Puis, tu sais, ma mère m'avait regardé, puis elle m'a dit c'est ça qu'on va écrire, tu sais. Puis là, je m'étais dit OK, tu sais, c'est ça qu'on va écrire, mais oui, mon père a souffert. Jusqu'à la fin. Oui, puis tu sais, son rapport avec la médication pour la douleur, c'était complexe, là, pour les... Tu sais, les médecins devaient lui dire, « Monsieur Bossy, pourquoi votre douleur est à 8 sur 10 en ce moment? Là? Tu sais, vous avez des médicaments qui devraient pas être plus qu'à 2. Mais, tu sais, il voulait pas prendre les médicaments, les entredoses. C'était... Tu sais, il notait tout. Fallait... Ouais. C'est comme moins qu'il prenait de médicaments dans sa tête, c'était mieux parce que c'était comme un combat, là. Contre la douleur. Oui. Est-ce que c'est possible qu'il prenait moins de médicaments pour être comme plus conscient ou plus connecté avec vous, mettons? Oui. Oui. Puis oui, ça, à l'hôpital, il y avait des médecins en soins palliatifs qui venaient le voir, tu sais, pour ajouter la médication. Puis une fois, j'étais avec lui, puis le médecin était rentré, puis... C'est ça, je ne sais pas trop, il y avait une crème à y donner, tout ça. Puis il avait dit, je sais qu'est-ce que vous essayez, là. Vous voulez que je prenne vos pilules, là, mais vos pilules sont en train de me faire disparaître. Puis il s'était mis à pleurer. Puis c'est la première fois que j'ai vu mon père pas pleurer, parce qu'il pleurait avec moi, mais pleurer devant le médecin, là. Puis il disait, vos pilules sont en train de... Puis mon père, il a eu... des déliriums à cause des médicaments. À un moment donné, il me reconnaissait plus. Il pensait qu'il jouait au golf avec moi. Il était dans sa chambre, tu sais. Puis après ça, il revenait à lui, puis il se souvenait là, de
de l'avoir échappé, là. Mhm. Puis ça, il vivait pas bien avec ça du tout. Ça lui faisait peur, je pense. T'es orgueilleux. Orgueilleux, ouais. Puis, tu sais, il voulait pas être comme ça, puis, ouais. Mm. Ce qui nous amène à parler du fonds. Donc, le fonds commémoratif Mike Bossy. C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs, parce que j'ai dit, tiens, une belle initiative. Donc, on en a parlé un peu en début d'entrevue, mais ça venait d'où cette idée? Parce qu'en même temps, ça vous garde proche de la maladie de votre père aussi un peu. Ouais. Ça vient d'où l'idée de créer ce fonds-là? Ça vient de ma colère, là, de mes frustrations, comment ça se fait qu'il y a plein de traitements, mais que vous pouvez pas lui donner. Puis, tu sais, c'est avec l'oncologue de mon père, Kevin Jao, qui est à Sacré-Cœur. Tu sais, lui qui est hyper calme, puis il a beaucoup fait équipe avec mon père. Puis je pense qu'il a pas surestimé les capacités physiques de mon père, mais il croyait beaucoup que mon père pourrait, tu sais, pas guérir, mais pourrait surmonter, puis pourrait avoir une certaine qualité de vie. Tu sais, au début, Dr. Jao disait, tu sais, moi, mon but, c'est que vous puissiez aller travailler, M. Bossy. Tu sais, finalement, ça n'a pas été ça du tout. Mais, tu sais, puis moi, j'étais fâchée, puis comment ça, tu sais, moi, je confrontais, là, les docteurs, là. Comment ça se fait, là, que vous savez, là, que les autres docteurs ont mal diagnostiqué, mais vous faites rien, puis j'étais beaucoup dans la colère, puis à un moment donné, il m'avait regardé, puis il avait dit, là, c'est pas le temps, là. Tu sais, quand ton père va aller mieux, on pourra travailler ensemble pour déstigmatiser, puis pour faire de l'éducation continue aux médecins, pour qu'ils puissent reconnaître justement les symptômes d'un cancer qui était généralisé à l'époque. Là, mais... Fait que c'est un peu ça qu'il m'avait dit. Puis je me souviens où il m'a dit ça. Je me souviens, mon père était dans quelle chambre. Puis c'est là que lui m'avait dit que, tu sais, Dr. Jao, qui était associé à Cancer pulmonaire Canada, puis qu'éventuellement, on pourrait travailler ensemble. Fait que finalement, mon père, tu sais, il est pas allé mieux, mais je me souvenais qu'il m'avait dit ça. Fait que j'ai comme recontacté ce Dr. Jao, puis c'est avec lui, dans le fond, que j'ai travaillé pour faire ce fonds-là. L'objectif du fonds, c'est quoi? C'est de déstigmatiser, la maladie, comme on disait tantôt, tu sais. Puis j'ai parlé à beaucoup de gens qui ont le cancer du poumon, qui ont jamais fumé, d'autres qui ont fumé. Puis c'est quelque chose qui ressort, là, de ce sentiment-là de se sentir coupable. Ou, tu sais, même les associations qui ont été faites quand mon père était décédé, tu sais, il y en a qui ont parlé tout de suite de, tu sais, qui fumaient. Alors que mon père, oui, il a fumé dans sa vie, mais... Tu sais, mon père faisait le jeûne intermittent, il mangeait ses petits fruits tous les jours. Tu sais, quand il mangeait des chips, il savait que c'était pas bon. Tu sais, il a fait super attention à sa santé, mais la première chose qu'on disait, c'était il a fumé. C'est ça qui a fait qu'il a le cancer. Fait que tout ça, tu sais, pour déstigmatiser justement la maladie, pour promouvoir aussi le programme le projet de dépistage, puis aussi pour éduquer les médecins. Généralistes, puis même les médecins spécialistes à pouvoir reconnaître les symptômes du cancer. Que c'est pas juste... tu sais, moi, mon père était pas essoufflé, il a jamais toussé, il a jamais craché du sang. Fait qu'il y avait pas ces symptômes-là. Probablement parce que c'était un athlète, puis que son poumon droit faisait la job. Ouais. Mais tu sais, il y avait quand même pas mal de symptômes qui sont plus liés au syndrome paranéoplasique. Oui. Il y avait tous les symptômes de ça, du syndrome paranéoplasique. Moi, je sais beaucoup trop de choses sur ce syndrome-là maintenant. OK. Mais tu sais, quand on lit ça, mon père avait tout. Puis ça n'a jamais été... j'ai juste un mot en anglais, là, mais catché. Là, personne n'a allumé, comme on dit. Fait que je me dis, il y a du travail à faire parce que c'est les médecins généralistes qui sont un peu le filet de sécurité, je pense. Puis, tu sais, on fait confiance beaucoup aux médecins. Fait que je trouve qu'ils ont un gros pouvoir, mais en même temps, ils ont pas pu reconnaître ça chez mon père. Fait que moi, je me dis, s'il y a un autre grand-papa qui refait le même chemin de mon père, bien,
puis c'est un peu ce que j'avais parlé. Tu sais, j'avais parlé de tout ça avec mon père aussi, parce que mon père, tu sais, il vivait juste à côté de moi, là. Fait que... Puis c'est ça qu'il m'avait dit. Tu sais, il m'avait dit, sois pas choqué, tu sais. Lui, mon père, il était jamais choqué, tu sais. Il fallait jamais être choqué. Puis il m'avait dit, sois pas choqué, mais tu sais, essaye d'aller sauver d'autres papis puis d'autres mamies, puis tu sais, d'autres personnes qui peuvent vivre la même chose que moi. Puis c'est ce que le Dr Jaoud dit aussi. Tu sais, c'est que lui, il dit, tu sais, c'est un oncologue pulmonaire. Fait que lui, des cas comme mon père, il en voit comme toutes les semaines. Fait que c'est un peu le pacte que j'ai fait avec mon père, puis aussi avec Dr Jaoud, d'essayer d'éduquer, puis que ça arrive plus, en fait. Là. Idéalement. Tu sais, en 2023, tu sais, j'ai de la misère à concevoir encore que, tu sais, qu'on a échappé ça. Tu sais, puis tout le monde, tu sais, je pense que, tu sais, la responsabilité, elle est partagée. Tu sais, est-ce que mon père aurait dû aller à l'urgence puis dire, là, on me dit que j'ai ça, mais ça marche pas? Tu sais, je pense que c'est d'éveiller un peu les gens qu'on en parle, puis... Parce qu'avez-vous l'impression que si ça avait été attrapé ou qu'il y a une fenêtre où il n'était pas métastatique ou c'était simplement paranéoplasique, c'est ça? C'est ça votre impression, là? Ou votre certitude, c'est un peu ce qui a été expliqué à mon père, là, c'est que quand il s'est mis à avoir des douleurs articulaires un peu diffuses partout, ben c'est le cancer qui essaie de... Sans métastase à ce moment-là. C'est ça. Oui, parce qu'à ce moment-là, ces douleurs... Tu sais, à la fin, il pouvait dire j'ai mal là, puis on voyait la métastase. Ça, c'était des douleurs osseuses. Oui, c'est ça. Mais ces trucs plus articulaires, puis... Dites-moi, après, au quotidien, disons, là, est-ce que vous faites des levées de fonds ou à partir du moment où le fonds est créé, là, il y a eu une levée de fonds, on en a parlé au début de l'entrevue là, à New York. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres activités? Êtes-vous comme impliqué de près dans ce fonds-là ou la gestion? Ou... Oui, on a des rencontres. Là, en ce moment, il y a comme une campagne médiatique sur les réseaux sociaux, justement, qui est en anglais et en français, pour déstigmatiser. C'est fait que, tu sais, eux, ils ont comme leur horaire de publication. De, tu sais, des connaissances générales à propos du cancer du poumon. Fait que ça, c'est en cours. On a aussi... il y a un projet, justement, d'éducation aux médecins généralistes qui est comme en branle, je pense, en Alberta, qui est juste en anglais, qu'on veut traduire pour pouvoir offrir ici au Québec. Fait que, oui. Allez-vous faire des levées de fonds, là, les traditionnels tournois de golf ou autres? Est-ce que c'est des choses qui sont dans... Ça n'a pas été discuté encore. Mais c'est sûr que chez Cancer Pulmonaire Canada, tu sais, eux ils vont prendre la balle au bon, comme on dit. Là, tu sais, d'avoir un sportif qui met son nom sur un fond, pour eux, ça va les aider. Ça a beaucoup de valeur. Oui. Si on revenait un peu à l'épisode dont vous me disiez, là, le fameux moitié-moitié, donc à New York, un match contre les Canadiens, donc c'était parfait. Là, vous dites que vous avez fait la demande, mais à qui? Là? Vous avez appelé les Islanders de New York un 800 Islanders ou comment? Non, c'est venu d'où? C'est ça. Dans le fond, mon père avait... Cette année, c'était les 50 ans du club, donc je pense qu'ils ont célébré tous ceux dont le chandail avait été retiré. Fait qu'ils nous avaient demandé déjà de... Tu sais, mon père était décédé, mais il nous avait demandé de choisir une date d'un match où il pourrait honorer mon père. Fait que là, j'ai pris le calendrier, puis j'ai dit, c'est ça. Des fois, j'ai des bonnes idées. Je me suis dit, ça serait le fun que ça soit un match contre les Canadiens. Fait qu'on a choisi la date comme ça. Puis il nous avait demandé de choisir une charité, parce que les moitiés-moitiés, ils en font tout le temps, là. Fait qu'on pouvait choisir une fondation à laquelle on remettrait la moitié des sous. Puis là,
j'étais en train de créer le fonds. Fait que je leur ai juste dit, tu sais, mon père a son fonds chez Cancer Pulmonaire Canada. Est-ce que je pensais que ça serait possible de remettre la moitié de l'argent au fonds commémoratif? Puis les Highlanders m'ont dit oui. Aucun problème. Aucun problème. Puis, tu sais, quelqu'un m'avait dit, non, tu sais, fais-toi pas de faux espoirs, là, c'est l'argent américain, puis tout ça. Puis je sais que ça a été compliqué, mais tu sais, j'ai pas été impliquée dans les complications, mais... OK. Et tu sais, ils se sont organisés, puis... Mais oui, j'ai demandé, puis... Tu sais, je suis en contact avec des gens chez les Highlanders, tu sais, que... Tu sais, l'autre fois, il y avait une casquette qui vendait sur le site qui était backorder. J'ai demandé aux Highlanders, je peux avoir une casquette, tu sais. Ils m'en ont envoyé 10, fait que... Tu sais, j'ai des bons liens avec eux, sont gentils, oui. Il y a combien d'argent cette soirée-là, vous rappelez-vous? Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais c'était plus que 25 000. OK, ouais. Quand même. Oui. C'était pas un record, mais c'était proche d'un record. J'imagine que vous sentiez encore comme l'amour des partisans pour votre père, là, parce que j'ai vu des séquences, puis c'est comme... Oui. Oui, mais c'est quand... Tu sais, moi, ça me rappelle quand j'étais petite, là. Entendre Tu sais, son les nom. gens qui crient son nom. Puis à l'époque, il lançait des confettis sur la glace, là. C'était comme, il était commandité par une compagnie de papier, puis c'était comme des rectangles de papier. Puis je me souviens que les gens achetaient ça, puis... OK. Tu sais, fait que c'est sûr que quand t'entends des milliers de personnes crier le nom de famille, tu sais, même quand on est allé, il y a des gens qui avaient le chandail de mon père. Tu sais, ça, c'est toujours... c'est quelque chose. Oui. Toute cette période-là de votre vie, est-ce que ça a changé votre définition de la santé ou comment vous voyez le... Bien, c'est sûr que tu sais, moi, j'ai eu un père hyper en santé, puis du jour au lendemain, tu sais, il avait un cancer. Fait que c'est sûr que ça... Tu sais, mon côté cartésien vous dirait que la santé, c'est une absence de maladie physique, maladie mentale. Mais, tu sais, aujourd'hui, moi, j'ai toujours été fascinée par le corps, là, tu sais, qui nous a donné d'à peu près toutes pour un peu compenser. Fait que je pense qu'on peut avoir des maladies physiques, mais d'avoir une santé mentale qui nous permet de compenser un peu, de rester positif, d'être résilient. Puis... je pense que la santé, c'est quand on a le contrôle. OK. Tu sais, on peut avoir une maladie physique, mais quand on a le contrôle sur la maladie, quand on prend les moyens, puis qu'on peut continuer à faire nos choix, continuer à faire ce qu'on veut dans la vie, je pense qu'on est en santé. Mais la journée où c'est la maladie qui guide ce qu'on peut faire, ce qu'on peut plus faire, je trouve que c'est là qu'on n'a plus de santé, dans le fond. Fait que c'est plus noir ou blanc. Je pense qu'il n'y a pas de santé parfaite. Oui. Je sais pas si ça fait du sens. En fait, c'est plein de bon sens parce que ça pose toute la question des maladies chroniques, puis ce qu'on est capable d'accepter comme souffrance, parfois pour rester en vie, puis la valeur, dans le fond, de la vie. Là. C'est ça. Je pense que mon père, s'il n'avait pas eu autant mal, il aurait pu avoir un cancer. Mais tu sais, s'il avait pu continuer de jouer avec mes enfants, continuer de profiter de la vie, je pense que il aurait pu être en santé. Tu sais, il avait tellement un bon moral, mon père, que justement, il aurait trouvé le moyen de garder le contrôle un peu. Avez-vous comme perdu confiance en le système de santé québécois ou non, là, globalement? J'ai pas perdu confiance, sauf que je pense qu'il faut redonner un peu de pouvoir aux patients. Tu sais, moi, je viens du milieu plus psychiatrique, où on peut pas prendre une prise de sang, on peut pas faire un scan puis diagnostiquer une maladie mentale. Tu sais, faut être à l'écoute, il faut entendre l'histoire de vie de la personne, il faut entendre les proches. Puis je trouve qu'en santé physique, ben, tu sais, on a comme un peu instrumentalisé les patients, puis on oublie qu'il y a un instinct, que cette personne-là sait. Tu sais, mon père devait savoir que ça allait pas bien, mais
il y a cette espèce de fausse sécurité-là où on se dit, ben si le médecin nous l'a dit, ben ça doit être ça. Puis on questionne pas assez, je trouve. On est comme une espèce de fausse sécurité de se sentir protégé alors que on devrait poser plus de questions, on devrait... Je sais pas. J'ai pas perdu confiance, mais je pense que faut s'écouter, il faut écouter notre instinct. Tu sais, moi, je savais que mon père, il allait pas bien. Je savais qu'il faisait pas de la retraite. Je suis pas médecin. Fait que je me disais, ben... Tu sais, ouais. Fait que c'est ça. Juste d'être plus à l'écoute de cet instinct-là que chacun a. Tu sais, de reprendre contrôle un peu de son corps. Puis... de travailler avec, tu sais, je pense que... Puis, on parle plus vraiment de ça, mais à l'époque, on disait le patient partenaire, tu sais. Où est-ce que le médecin apporte quelque chose, le patient apporte quelque chose, puis c'est comme un travail d'équipe. Ouais. Si vous pouviez changer une chose dans le système de santé, aujourd'hui, par magie, vous feriez quoi? Ça revient un peu à... Tu sais, d'humaniser les soins, un peu de se rappeler que derrière la maladie, il y a quelqu'un. Un être humain. Oui. Puis que toutes les interventions qu'on fait, tu sais, tu peux pas mesurer, oui, non, ça marche, prendre une prise de sang, dire ça a eu un effet. Tu sais, juste de comprendre qu'il y a quelqu'un en dessous de ça, puis qu'il y a une personne qui vit quelque chose de difficile. Ouais. Si vous pouviez rencontrer une personne dans le monde, vivante ou décédée, pour prendre un thé. Oui. Je dirais, mais c'est sûr, je dirais mon père, mais je l'ai déjà rencontré. Fait que, mais une personne que je voudrais rencontrer, c'est le père de mon père, mon grand-père. OK. Oui. Qui est décédé d'une crise cardiaque subitement assez jeune. Fait qu'il n'a pas pu voir tout ce que mon père a fait. Tu sais. Fait que, ouais. Puis je sais qu'il a été super important dans la vie de mon père. Mais mon père parlait pas beaucoup de son père. Fait que j'en sais peu. Puis ma grand-mère, ben elle est décédée. Fait que je rencontrerai mon grand-père. Votre grand-père paternel. Oui. Okay. Je vais mettre sur les notes de balado l'adresse pour donner. Donc, mais c'est facile à trouver. Si les gens le cherchent là, en recherchant le fonds commémoratif Mike Bossy, ça sort automatiquement à Cancer Pulmonaire Canada. L'adresse est quand même assez longue et je la mettrai sur le site. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Bye. Merci. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.